bourgeois ne sont que des bandits. Ils volent et tuent les travailleurs pour avoir des profits. Mais unis comme dans une grande armée, nous écrasons la bourgeoisie, rien ne peut nous arrêter. Nous écrasons la bourgeoisie. Ouais, j'ai pas pu imprimer mes notes sur papier, fait que je suis sur mon téléphone, mais vous inquiétez pas, je suis pas en train de texter. Certainement pas texter des politiciens. Bref, ouais, comme ma camarade l'a dit, le cirque des tarifs est bel et bien reparti. Ça a reparti il y a quelques jours, là, alors que la date limite d'aujourd'hui, en fait, approchait. Après avoir eu un répit de 1 mois la première fois, tout l'establishment canadien et les grands médias se sont comme réveillés puis ont réalisé que c'était pas un mauvais rêve, en fait, mais que c'était réel, cette histoire de guerre commerciale. Puis moi, je vous dis, j'avais pas mal hâte de voir c'est quoi qui allait sortir cette fois-là, parce que la première fois, on s'est retrouvé avec un tsar du fentanyl. Je sais pas si vous vous en rappelez. C'est vraiment n'importe quoi. Fait que là, je sais pas ça va être quoi. Ça va être le Genghis Khan des dépenses militaires de l'OTAN ou je sais pas trop. Non, mais bref, on a vu que dans les 2 derniers jours, tout l'establishment canadien, la classe dominante, les médias, ils n'ont pas vraiment de solution, en fait, à cette crise-là. Il y a eu des déclarations contradictoires dans tous les sens. Certains commentateurs disaient « Ah, il ne va pas y avoir de tarifs, c'est juste du bluff ». D'autres qui disaient « Ah oui, ça va arriver ». J'ai vu Chrystia Freeland, une ministre fédérale, disait « Ah, on pourrait amadouer Trump si on s'attaque plus férocement à la Chine ». Puis Jean Charest, il a dit « Non, la Chine, ça n'a pas rapport, c'est une question de fentanyl ». Tu sais, tout le monde s'entre-déchirait. C'était vraiment un vrai cirque, tu sais. J'ai même vu des commentateurs aujourd'hui, un banquier quelconque, qui disait que non seulement, oui, les tarifs allaient être appliqués, mais le Canada peut gagner cette guerre parce qu'on a le levier possible. Je pense que c'est pas vrai du tout. Je pense qu'ils se mentent à eux-mêmes. En vrai, c'est ça. Ce qu'on voit, c'est comment la classe politique est complètement prise au dépourvu. Aujourd'hui, Trudeau a fait une conférence de presse pour répondre aux tarifs qui ont, si vous ne saviez pas, ont bel et bien été appliqués, les tarifs de 25 par Trump. Puis il n'y avait pas grand-chose à dire à part annoncer qu'il allait appliquer les contre-tarifs qu'il avait déjà annoncés. Puis il a gardé la tête haute puis il a dit « Je suis très fier d'être Canadien, puis on va passer à travers tous ensemble ». Ça, dans le langage d'une personne normale, ça veut basically dire « Vous allez souffrir parce qu'on n'a pas de solution, mais au moins on va tous souffrir ensemble ». Puis après, il y a une journaliste qui lui a demandé « Mais vous n'êtes pas un peu comme à court de solutions pour convaincre le gouvernement américain de reculer? » Puis il a fait « Qu'est-ce qu'un bon politicien ferait? » Il n'a pas répondu à la question. Il a tourné autour du pot. Fait que ça, c'est ce que notre classe dirigeante fait en ce moment. Ils sont complètement perdus. Mais c'est normal que tout le monde parle des tarifs parce que, quand même, c'est vrai que ça va avoir un impact majeur sur nous, sur les travailleurs, sur les travailleuses, sur les gens ordinaires au Québec, au Canada. Donc, je pense que ça vaut la peine d'analyser ça puis de regarder ce qu'on peut faire. La guerre commerciale qui est en train de se développer entre les États-Unis et le Canada, ça ne va pas juste avoir des impacts au niveau économique dans certaines industries. C'est vraiment un tournant majeur dans l'histoire du pays, en fait. Puis je vais y revenir, mais les relations entre le Canada et les États-Unis, c'est complètement structurant pour la construction du capitalisme canadien. Donc, ça va avoir des impacts politiques jusqu'au fondement de la Confédération canadienne. Juste quelques statistiques pour donner une idée de l'ampleur du truc. 77 % des exportations totales du Canada vont aux États-Unis. Puis, inversement, 63 % des importations du Canada viennent des États-Unis. Donc, ça va complètement ravager le commerce canadien, en fait, ces mesures-là. Puis, juste pour clarifier peut-être rapidement comment ça fonctionne, un tarif, si ce n'est pas clair pour vous, c'est une taxe qu'un gouvernement met sur n'importe quel produit ou ça peut être sur des produits ciblés qui rentrent dans son pays. Donc, si, par exemple, une compagnie américaine achète de l'aluminium à un producteur canadien, bien, ça y coûte 25 % plus cher. Ce 25 % -là va dans les coffres du gouvernement américain. Le but derrière les tarifs, généralement, c'est de réduire les importations pour encourager des entreprises à acheter à l'intérieur du pays. Fait que les entreprises américaines achètent aux États-Unis, par exemple. Puis c'est possible qu'ensuite, il y ait un jeu pour savoir c'est qui paye la facture de ce 25 %-là. Fait que la compagnie d'aluminium canadienne, elle devrait peut-être baisser ses prix. Tu sais, l'acheteur va essayer de la forcer à baisser ses prix. Mais à la fin, c'est toujours les consommateurs qui payent la facture parce que pour maintenir leurs bénéfices, ils refilent la facture aux consommateurs ou en coupant dans les salaires. Voilà. Pour revenir au Canada,
il y a des industries complètes qui dépendent de leurs relations commerciales avec les États-Unis. Puis ils vont être vraiment affectés par les tarifs de 25 % mais aussi par certains tarifs spécifiques. Par exemple, l'industrie automobile, qui est majeure pour l'Ontario, elle est complètement intégrée des deux côtés de la frontière. Il y a des produits qui sont produits à Windsor, en Ontario, ensuite qui sont envoyés à Détroit pour être raffinés, reviennent à Windsor, ils font l'aller-retour 4-5 fois, ou même plus. T'sais. Donc ça va complètement détruire cette industrie-là. Trump a même parlé d'un tarif de 100 % sur les voitures, pour vous donner une idée. Au Québec, c'est l'industrie de l'aluminium qui est très dépendante des exportations américaines. Puis aujourd'hui, on a appris qu'une usine à Bécancour, une usine d'aluminium, allait fermer à cause des tarifs, l'usine Alubar. Mais tout de suite après, ils ont annoncé que finalement, il n'allait pas fermer. Peut-être ça allait juste fermer en mars finalement. C'est pas clair cette histoire-là, mais ce qui est clair, c'est que ça a introduit énormément d'incertitudes, de turbulences dans ces industries-là. Puis Alubar, c'est une petite usine, 70 travailleurs seulement, qui fermerait ses portes. Puis elle vendait essentiellement au marché américain. Mais qu'est-ce qu'elle faisait à Alubar? C'est qu'elle transformait l'aluminium qui était produit juste à côté à l'usine ABI de Bécancour, qui est comme une usine de plus de 1000 employés. C'est le poumon économique de la région. Fait que si Alubar ferme, qu'est-ce qui arrive à... C'est à peu près un tiers de l'aluminium fait par ABI qui est transformé chez Alubar. Qu'est-ce qui arrive à ces emplois-là? Vous voyez qu'il y a comme une logique de domino. Ça va avoir des répercussions vraiment majeures. Ça, c'est juste pour l'aluminium. En Alberta, 87 % du pétrole albertain est exporté aux États-Unis. Puis on sait à quel point l'économie albertaine dépend de l'économie, plutôt de l'industrie pétrolière. Dernier exemple, le bois d'œuvre. En 2020, 67 % de la production canadienne de bois d'œuvre résineux, bon, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est un type spécial qui est utilisé dans la construction, 67 % de notre production canadienne était exportée, puis 84 % de ces exportations-là, c'était vers les États-Unis. Puis, pour essayer d'estimer l'impact global que ça aurait sur l'économie, certaines estimations disent que les tarifs de 25 % avec une réponse de contre-tarif, dollar pour dollar, ça pourrait faire chuter le PIB canadien d'environ 6 % et ça, c'est vraiment massif parce que dites-vous qu'en 2020, pendant la pandémie, quand il y a eu le confinement, le PIB a chuté de 5,4 %. Fait qu'on parle de la même ampleur que si on fermait une grosse proportion de notre économie. C'est vraiment majeur. Évidemment, des milliers de personnes, probablement des dizaines, des centaines de milliers de personnes pourraient perdre leur job à cause de cette guerre commerciale. Est-ce que ça va avoir un impact négatif aux États-Unis aussi? Parce que ça, on l'entend beaucoup. Hein? Trudeau, il dit « Tu ne devrais pas faire ça, Donald. » Il l'a appelé Donald dans la conférence. « Tu ne devrais pas faire ça, Donald, parce que ça va aussi heurter les États-Unis. » Est-ce que c'est vrai? Bien, c'est vrai parce que les économies sont très interreliées. J'ai donné l'exemple de l'industrie automobile. Mais la réalité, c'est que c'est les États-Unis qui ont le gros bout du bâton. Nous, l'économie au Canada, au Québec, dépend énormément de l'économie canadienne, mais ce n'est pas vrai dans la même mesure pour les États-Unis. Par exemple, s'ils cessent d'importer le pétrole canadien ou ils en importent moins, bien, eux, ils ont les moyens d'aller chercher du pétrole brut ailleurs, genre au Venezuela, en Russie, au Moyen-Orient, avec leur présence mondiale puis leur puissance financière économique. Donc, c'est vraiment Trump qui a le gros bout du bâton. Puis aujourd'hui, il a même dit sur son réseau social personnel qu'en réponse aux contre-tarifs, il allait augmenter ses propres tarifs d'autant de pourcentage. Vous voyez la game, genre, il n'est pas intimidé du tout. Puis ça, c'est pas pour dire qu'il est bon ou qu'il est super. C'est juste, c'est ça les faits objectifs. Puis il faut prendre ça en compte dans notre approche, je pense. Voilà. Puis les mesures qui sont proposées, les contre-tarifs, acheter local, les boycotts ou huer l'hymne national américaine, peut-être qu'il y en a qui trouvent que ça leur fait sentir bien, mais honnêtement, ça n'a pas de réel impact sur cette relation-là. Voilà. Parlons-en rapidement des contre-tarifs en particulier, parce qu'on dirait qu'à peu près tout le monde, il y a comme un consensus que ça, c'est une bonne mesure, c'est ça qu'il faut faire. Mais à chaque fois qu'il y a un consensus, puis que les libéraux, les conservateurs, puis des banquiers sont d'accord, il y a probablement anguille sous roche. Fait que, qu'est-ce que ça ferait? Bien, c'est un peu présenté comme si c'était une manière de défendre notre économie, c'est-à-dire de défendre nos jobs, les centaines de milliers de jobs dont je parlais qui pourraient être perdus. Mais est-ce que les contre-tarifs, ça protège les jobs? Non, ça ne protège pas les jobs. L'idée derrière les contre-tarifs, c'est comme d'intimider l'adversaire. Tu lui dis, si tu nous fais mal, nous, on va te faire aussi mal, puis c'est pour le faire back-off. Comme j'ai dit, ça, c'est limité, comment ça peut avoir un impact sur les États-Unis. Mais dans tous les cas, ça n'aide pas vraiment la situation des travailleurs ici. Il y a certaines industries
qui n'auraient pas nécessairement été en crise à cause des tarifs de Trump, mais à cause des contre-tarifs, oui. Par exemple, la transformation alimentaire, ça peut inclure des restaurants. On importe beaucoup de nourriture des États-Unis. Fait que si on met des contre-tarifs sur les produits américains, bien, toute l'industrie de la transformation alimentaire se retrouve affectée alors qu'elle n'était pas nécessairement au début. Fait que ça peut même empirer la situation des travailleurs. Puis ça, c'est sans parler, évidemment, des augmentations de prix. Parce que tout ce qu'on importe, genre des oranges, je ne sais pas, de la Floride, bien, ça va monter de prix. Puis assez rapidement, on va sentir l'impact à l'épicerie puis ailleurs dans les prochains jours même peut-être. Fait que le vrai résultat des contre-tarifs, les personnes qui vraiment en profitent, c'est les grandes compagnies canadiennes parce que ça protège leur marché. Ça empêche certains compétiteurs américains d'avoir accès à leur marché ou ça rend ça plus difficile. Fait que vraiment, c'est ça le vrai résultat des contre-tarifs, c'est protéger le marché des grosses compagnies canadiennes. Mais pour les consommateurs, ça signifie essentiellement plus de pertes de jobs puis des augmentations de prix. OK. Très rapidement, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais très rapidement, les impacts politiques de cette crise-là au Canada, c'est difficile à estimer parce que vous vous rappelez probablement, il y a 2 mois, qu'on dirait qu'on s'enlignait là, pour que les libéraux soient effacés au niveau fédéral, les libéraux soient effacés de la carte, Pierre Poilievre, son parti conservateur, prennent le pouvoir. Puis à cause de la menace des tarifs, là, les libéraux sont genre revenus d'entre les morts. Puis à la place d'un politicien de droite comme Pierre Poilievre, on va avoir un politicien de droite comme Mark Carney, qui est un banquier. Et d'ailleurs, le programme de Mark Carney, c'est l'austérité. C'est le même programme essentiellement là, dans son essence que celui de Pierre Poilievre. Donc bref, c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui va arriver exactement, puis il y a encore des mésaventures qui peuvent se produire. Mais je pense que en essence, ce qui est important de comprendre, c'est que peu importe le gouvernement qui va prendre le pouvoir au Canada ou dans les provinces dans la prochaine période, ça va être des gouvernements de crise. Ça va être des gouvernements qui vont faire face à des licenciements massifs puis à plus de turbulences que jamais, plus de colère que jamais. Ça, c'est la perspective générale à laquelle il faut qu'on se prépare, les communistes, la gauche. Il faut qu'on lutte contre ce gouvernement-là puis qu'on soit prêt à le faire. Puis maintenant, il faut qu'on commence à penser à comment on peut lutter contre ce gouvernement-là. Un autre impact politique qui est possible, pas à court terme, mais à moyen, long terme, c'est carrément la dislocation de la Confédération canadienne. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais chaque province, prise individuellement, commerce plus avec les États-Unis qu'elle commerce avec les autres provinces canadiennes. Donc, en ce moment, là, c'est comme on est tous ensemble, on va lutter Canadien, Canada-wide, tu sais. Mais ça se peut très bien qu'à un moment donné, une des provinces se tanne puis négocie son propre deal avec le gouvernement américain. Puis si ça arrive, puis tu laisses ça arriver pendant longtemps, on va voir des forces centrifuges, ouais, c'est ça qui essayent de comme déchirer peut-être la Confédération canadienne. À plus long terme, c'est définitivement quelque chose de possible, pour vous dire à quel point c'est un tournant majeur, ce qui est en train de se passer. Puis avant de continuer plus dans le Canada, puis la réponse ici, j'aimerais ça prendre un petit pas de recul, puis juste qu'on se rappelle en fait que tout ça, c'est pas juste une question de Canada-États-Unis. En fait, ça nous affecte, mais le Canada n'est pas particulièrement spécial. Je pense que la guerre commerciale qu'on traverse, ça fait partie d'un processus général d'augmentation des tensions interimpérialistes, des guerres dans la dernière période. On a vu la guerre en Ukraine, on a vu la guerre génocidaire à Gaza. Puis le fond de tout ça, c'est la crise du capitalisme. Surtout depuis la crise de 2008, il y a une accumulation de contradictions dans l'économie. Il y a une surproduction dont on n'est pas capable de se débarrasser. Donc, les entreprises ne trouvent pas nécessairement de débouchés profitables pour leur production. Donc, moins d'investissements, plus d'investissements gamble au casino, là, comme à la bourse, par exemple, ou de la spéculation foncière, crise du logement. Bon, le fondement de ça, c'est la crise du capitalisme. On voit aussi une énorme augmentation de la dette. Et ça, comme je disais, une des conséquences, bon, je ne peux pas aller en détail sur la crise du capitalisme, mais on peut en parler dans la discussion si vous voulez, mais une des conséquences de ça, c'est que si le gâteau rétrécit, chaque puissance est prête à se battre plus fort pour avoir sa part du gâteau, puis même l'augmenter aux dépens des autres. Puis c'est ça qu'on voit à l'international. Je pense que c'est dans ce contexte-là que s'inscrit la guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada. Un autre des conséquences de la crise du capitalisme, c'est que ça crée une énorme colère contre l'establishment. Puis ça, c'est un processus politique qu'on a vu se développer de plus en plus dans les à peu près 15 dernières années.
On a vu le mouvement Occupy, Bernie Sanders, toutes sortes de patentes, des figures qui sont contre l'establishment, à gauche, mais aussi à droite. C'est ça qui explique la montée de Trump puis des populistes de droite en général. C'est ce ressentiment contre les institutions existantes. Ta vie devient lentement de moins en moins bonne. Tes conditions de vie sont de moins en moins bonnes. Et c'est ça qui mène au Trumpisme, à prendre le pouvoir. Voilà. Donc ça, c'est rapidement, là, à grands traits, l'impact de la crise du capitalisme. Mais il y a un autre facteur spécifique pour les États-Unis, c'est le recul des États-Unis sur la scène mondiale. C'est ça. Alors, non seulement il y a cette crise générale avec un recul économique, mais il y a aussi un recul des États-Unis sur la scène des relations inter-impérialistes. Parce que après la Deuxième Guerre mondiale, puis encore plus après la chute de l'URSS, les États-Unis se sont vraiment imposés comme étant la superpuissance. Ils pouvaient imposer leur volonté n'importe où, forcer des pays à avoir des deals avec eux, à faire des ententes commerciales, même si ce n'était pas profitable. Ils ont envahi plein de pays, on sait. Ils ont fait un coup d'État en Haïti, envahi l'Irak, envahi l'Afghanistan, bon, etc., etc., etc. Mais on voit aujourd'hui qu'ils ne sont plus vraiment capables de faire le même rôle. On l'a vu avec la guerre en Syrie, dans laquelle ils n'ont pas été capables de trop s'impliquer. Puis là, on le voit maintenant en Ukraine. Ils ont fait une guerre de proxy contre la Russie à travers l'Ukraine, qu'ils ont perdu. La Russie a gagné la guerre en Ukraine. C'est ça qui se cache derrière le volte-face de Trump, comparativement à Biden, parce qu'ils ne sont pas capables de rivaliser. On pourrait parler longtemps de l'Ukraine, mais fondamentalement, c'est ça le processus. Fait que ces deux processus-là, crise du capitalisme puis recul du Canada sur la scène internationale, ça a motivé une certaine aile de la classe dirigeante qui s'est rangée derrière le Trumpisme à changer complètement sa stratégie sur la scène mondiale, à se retrancher dans sa propre sphère d'influence au lieu de jouer la police du monde partout dans les pays. Ils vont continuer à le faire un peu, mais vous comprenez, c'est relativement... Ils font un recul et ils se concentrent sur leur zone d'influence immédiate, c'est-à-dire les Amériques. C'est pour ça que Trump, il menace de prendre le canal de Panama, le Groenland, puis qu'il menace le Canada et le Mexique. Il veut être un empire régional capable de rivaliser avec d'autres empires comme la Russie, d'autres forces impérialistes, plutôt que de s'impliquer partout. Donc, je pense que tout ça pour dire que les racines de cette guerre commerciale, c'est vraiment les contradictions du capitalisme. C'est la crise fondamentale, puis comment les différentes puissances y réagissent, puis ils essayent de s'attaquer les unes les autres pour se voler des parts du gâteau. C'est important de se rappeler ça, parce qu'à chaque fois que les politiciens nous servent une certaine rhétorique nationaliste canadienne, c'est pas qu'on est spécial, c'est un problème du système au niveau mondial, au niveau international, au niveau historique. Bon, alors revenons au Canada avec tout ça. On a vu une grosse réaction à la menace des tarifs. En particulier, on a vu une genre de vague nationaliste. Vous avez probablement vu, là, je parlais de huer l'hymne national puis ces affaires-là. Puis l'idée qui est derrière ça, c'est qu'il faut tous qu'on soit unis parce qu'on est tous dans le même bateau. Il y a des statistiques aussi là, pour la résurgence de la fierté nationale. On a sondé les gens, êtes-vous fiers d'être Canadien? Puis c'est passé de 58 à 67 et l'augmentation la plus forte était au Québec, c'est quand même intéressant. Une hausse de 13 de gens qui sont fiers d'être Canadiens. Puis jusqu'à un certain degré, je comprends le sentiment qui se cache derrière. Il y a une peur légitime de genre perdre ta job, ou les États-Unis vont-ils nous imposer leur maudit système de santé privé avec United Health que le monde meurt à cause qu'ils veulent se faire du cash. Fait qu'il y a une peur légitime de vouloir protéger nos acquis. Mais cette peur-là, elle est manipulée par les politiciens canadiens, puis surtout par les entreprises canadiennes, en mettant un twist nationaliste, puis en disant « on est tous dans le même bateau ». Mais je m'excuse, mais c'est pas vrai qu'on est tous dans le même bateau. Je donne un exemple, OK? Stephen Harper, récemment, il a fait une déclaration. Je trouve que ce qu'il a dit, ça représente vraiment bien le programme de cette équipe Canada. Dans le Canada anglais, ils appellent ça l'équipe Canada, genre Doug Ford, Justin Trudeau, tous les politiciens qu'on n'aime pas habituellement, mais que là, ils ont comme un vernis de nous protéger, un vernis nationaliste. Ça s'appelle l'équipe Canada. Donc, Stephen Harper, l'ancien premier ministre, je trouve qu'il a bien résumé le vrai programme de l'équipe Canada. Il a dit « Si j'étais encore premier ministre, je serais prêt à appauvrir le pays et à ne pas être annexé si c'était le choix auquel nous étions confrontés. J'accepterais n'importe quel niveau de dommages pour préserver l'indépendance du pays. » Ça montre deux choses. Premièrement, bien, ça montre le vrai rapport de force, qu'il n'y a pas vraiment de vraie solution, à part juste comme endurer l'attaque. Mais surtout,
demandez-vous, ça veut dire quoi ça, appauvrir le pays? Ça ne veut pas dire la même chose pour Stephen Harper, pour Mark Carney, que ça veut dire pour moi, pour vous. Appauvrir le pays, quand tu es un travailleur qui n'a pas beaucoup d'argent de côté, tu vas perdre ta job, tu es dans la merde, tu sais. Mais quand tu es Stephen Harper, tu as probablement des placements dans un paradis fiscal à quelque part, un portefeuille d'actions diversifié dans des entreprises américaines, probablement des multinationales. C'est pas lui, c'est pas eux qui vont souffrir. Fait qu'ils se présentent comme des paragons de la vertu. « Ah, moi, je suis prêt à en prendre, je suis prêt à être appauvri. » Mais ce que ça veut dire, c'est que je suis prêt à vous appauvrir pour qu'on puisse conserver notre domination sur ce marché, tu sais. C'est vraiment ça. Fait qu'il n'y en a pas de Team Canada. On n'est pas tous dans le même bateau. Il y a un team riche canadien, un team bourgeois canadien, puis il y a un team travailleur en général. C'est ça la réalité. Puis je pense qu'il y a bien un mot qui décrit bien cette bande de politiciens qui disent qu'ils défendent nos intérêts, c'est hypocrite. C'est vraiment des hypocrites. Tout ce qu'ils disent pour attirer la sympathie, comme ce que je disais de Harper, ça ne tient pas la route. On peut regarder Justin Trudeau, le capitaine de l'équipe Canada. Il répète beaucoup que lui, il va défendre les travailleurs canadiens. C'est un peu sa ligne, c'est un peu robotique. Mais là, la question qui nous vient à l'esprit, c'est est-ce qu'habituellement, Justin Trudeau, il défend les travailleurs canadiens? Je pense qu'on peut en douter. Puis il y a une série de faits qui nous montrent que non. L'année dernière, le gouvernement Trudeau, qui était soutenu par le NPD d'ailleurs, a systématiquement attaqué le droit de grève. Ils ont brisé la grève des postiers il y a quelques mois. Ils ont brisé la grève des débardeurs de Montréal, la grève des débardeurs en Colombie-Britannique, grève des ingénieurs de WestJet et la grève des cheminots. Toutes ces grèves-là ont été brisées avant que les travailleurs puissent avoir des concessions, avoir une entente qui faisait leur affaire. Puis en plus, ils n'ont même pas utilisé des lois de retour au travail. Ça, c'était leur habitude. Ils votaient au Parlement. « Ouais, on ne veut pas qu'ils fassent la grève, fait que vous n'avez pas le droit. » Là, ils n'ont même pas osé faire ça parce qu'ils savent que le backlash serait trop grand. Donc, ils ont utilisé un machin qui s'appelle le Conseil canadien des relations industrielles. Ça, en gros, c'est une couple de personnes en veston-cravate, probablement à Ottawa, qui sont un bureau du gouvernement. Puis ils ont juste décrété que la grève était illégale maintenant, qu'il fallait retourner au travail. C'est comme ça qu'ils fonctionnent maintenant. Puis ça, c'était des grèves raisonnables pour défendre nos salaires, pour défendre nos conditions de vie, nos conditions de travail. Et bien, clairement, Trudeau a montré qu'il n'est pas du bord des travailleurs, il est du bord des entreprises privées ou du gouvernement qui veut maintenir les conditions de travail et les salaires au plus bas possible. Puis, dans le dernier exemple que j'ai donné, la grève des cheminots, soit dit en passant, le Canadien national appartient à des intérêts américains. Fait que les compagnies de rail au Canada, c'est des compagnies américaines. Fait que non seulement il n'est pas du bord des travailleurs en général, mais quand il dit qu'il va s'attaquer ou nous défendre contre les multinationales américaines, il est de leur bord. Il est du bord de n'importe qui a des intérêts capitalistes puis qui fait runner l'économie avec ses investissements puis ses profits. Fait qu'il peut faire toutes les déclarations nationalistes qu'il veut après que l'équipe Canada au hockey, cette fois, avait gagné la game. Il a dit « Jamais vous allez prendre notre jeu, jamais vous allez prendre notre pays. » Bien, il peut dire ce qu'il veut, mais dans les faits, il ne défend pas les travailleurs canadiens. Dans les faits, il s'attaque à nos conditions de vie. T'sais. Ça, c'est juste Trudeau, mais il y a d'autres exemples. Il y a Doug Ford. Doug Ford, il est comme un peu genre le poster boy là, du Team Canada. Il porte toujours son chapeau « Canada is not for sale ». Mais je ne sais pas si vous saviez, si vous suivez un peu les nouvelles en Ontario, l'année dernière, il y a eu un scandale que Doug Ford il a vendu des terres publiques à ses amis, genre de la corruption. Donc, littéralement, Canada is for sale quand tu es un capitaliste puis que tu es ami de Doug Ford. Fait que l'hypocrisie est genre incroyable, tu sais. Puis si on regarde plus près de chez nous, au Québec, bien, ils utilisent un peu moins l'identité canadienne parce que je pense que ça pognerait moins ici, mais c'est vraiment le même processus. C'est vraiment la même affaire. Legault, il tweet beaucoup ces temps-ci qu'il va défendre les intérêts des Québécois. Il a dit récemment « Je serai à Washington pour défendre vigoureusement les intérêts du Québec et protéger nos travailleurs. » Fait que même cassette que Trudeau. Mais est-ce que Legault protège les travailleurs? Bien, en ce moment, il y a un projet de loi, la loi 89, qui limiterait la longueur des grèves au Québec. Donc, après un certain temps, tu n'aurais plus le droit d'être en grève. C'est comme une genre de loi de retour au travail permanente pour tous les travailleurs, toutes les industries. Puis, les patrons, je vous le confirme, ils étaient pas mal contents de ce projet de loi-là. Donc, certainement que Legault n'est pas du côté des travailleurs. Puis, il y aurait plein d'autres exemples. Il y avait eu une grève à ABI, l'aluminerie que j'ai mentionné rapidement, il y a quelques années. ABI, ça appartient aussi à des investisseurs américains, puis ils avaient brisé la grève.
à ce moment-là. Fait que Legault aussi, il n'a aucun problème à soutenir les patrons américains. Son nationalisme, il s'enfuit pas mal rapidement quand il est question d'argent puis quand il est question de profit. Puis la raison derrière ça, c'est que ça n'a pas vraiment rapport avec quelle nationalité tu es. Pour les capitalistes, la nation, c'est pas important. Que ce soit Canadien ou Québécois, c'est pas important. L'argent, comme on dit, l'argent n'a pas d'odeur, mais elle n'a pas de patrie non plus. Ce qui est important pour eux, c'est les profits. Puis ces politiciens-là, ils représentent les intérêts des grandes compagnies d'ici. Leur position dans la guerre commerciale, c'est de défendre le marché, défendre les parts de marché puis les bénéfices des compagnies au Canada. Leur objectif, c'est protéger des compagnies comme Rogers, TELUS. On sait qu'au Canada, les entreprises de télécom, ils ont comme un quasi-monopole, puis on paye parmi les prix les plus élevés pour nos contrats de cellulaire. C'est ça que ça veut dire, défendre les parts de marché des compagnies canadiennes. Défendre Québécois, défendre Air Canada. C'est ça qui est le vrai agenda de cette soi-disant équipe Canada ou de nos politiciens nationalistes au Québec. C'est pas de protéger les travailleurs et les travailleuses. Bon, d'ailleurs, en parlant des compagnies canadiennes, on se fait beaucoup dire ces temps-ci qu'une manière de riposter contre les tarifs, c'est de boycotter tous les produits américains. Premièrement, moi, je pense que c'est à peu près impossible. Si vous achetez des produits canadiens, il y a des bonnes chances qu'il y ait des éléments américains dedans, que ça ait traversé la frontière, whatever. Les économies sont très intégrées. Mais aussi, un truc très intéressant, il y a un sondage qui a été mené par la firme KPMG, une grosse firme genre de comptabilité. Et ce sondage a montré qu'à peu près la moitié des grandes entreprises canadiennes envisagent de déplacer leurs investissements et déménager aux États-Unis dans la prochaine période à cause des tarifs. Fait que ça, c'est les compagnies que si on achète au Canada, on défend notre économie, tu sais. Après ça, ils vont crisser leur camp avec l'argent que vous leur avez donné aux États-Unis. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent, ces gens-là. Ils sont complètement hypocrites. Puis pour la majorité des gens, les compagnies canadiennes ne sont pas vraiment différentes des compagnies américaines. Pour le dire, je parlais tantôt des forfaits cellulaires, des compagnies télécom canadiennes. Je pense que c'est un bon exemple. Ou Air Canada aussi, ils ont un quasi-monopole. Il n'y a pas beaucoup de compagnies d'aviation au Canada. Puis là, ils viennent d'annoncer, il n'y a même pas un mois, que maintenant, il va falloir payer pour les bagages à main dans les avions. Puis le service, c'est certainement pas amélioré dans la dernière période. Fait que les compagnies canadiennes qu'on nous demande de backer, qu'on nous demande de supporter, c'est les mêmes personnes qui nous saignent depuis des années, puis ils donnent des mauvais jobs, puis qui coupent des jobs en plus, aux moindres turbulences. T'sais. Donc, je pense que l'idée d'achat local, je comprends d'où ça vient, encore une fois, le sentiment. Je ne crois pas que ça fonctionne en réalité. Une autre affaire qu'on va voir beaucoup, puis ça a commencé à être annoncé, j'ai vu que Legault avait annoncé ça, c'est que les business québécoises, canadiennes, ils vont utiliser le sentiment d'unité nationale pour, non seulement pour se laver les mains quand ils vont faire des licenciements, mais aussi pour faire du chantage puis obtenir du cash pour couvrir leurs pertes. Legault, il a dit on va faire des soutiens à l'industrie. L'idée derrière, c'est pour soutenir les jobs. Mais il n'y a pas très, très longtemps, il y a une mesure très similaire qui avait été implémentée au Québec et au Canada pendant la pandémie, right? Pendant que les entreprises devaient fermer ou arrêter leurs activités. Il y avait des subventions massives qui leur ont été données pour pouvoir maintenir les jobs. Bien, la majorité de cet argent-là a juste été empoché directement. On pouvait regarder les chiffres, puis la quantité d'argent en subvention était à peu près égale aux bénéfices supplémentaires des entreprises pendant ces années-là, puis je vous mens pas. Fait que quand les business disent « Ah, on a besoin d'argent public pour protéger les jobs », ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent l'argent puis ils sacent le monde à la porte quand même. C'est ça qu'ils font. Fait que ces soi-disant soutiens à l'industrie, ce n'est rien d'autre que des bail-out, des plans de sauvetage, comme on a vu à chaque fois qu'il y a des crises. En gros, c'est l'argent du public que nous, on paye, qu'on n'en a pas déjà beaucoup, on paye avec nos taxes, on le met directement dans les poches des patrons, puis là, ils sont comme « Ah, merci, j'ai pu faire mes profits quand même, malgré la crise ». Ça ne fonctionne pas, c'est assez évident. Un exemple notoire de compagnie accro au bail-out puis aux subventions publiques, c'est Bombardier. Bon, ça rit dans la salle, mais c'est ça. Bombardier, à chaque comme 2 ans, ils sont genre « Ah, ça va pas bien ». Ils reçoivent des milliers et des milliers de dollars, puis ils coupent quand même des jobs de temps en temps. Puis ça va pas mieux, là, le Bombardier, là, depuis cette époque. Donc, nous, au PCR, on est généralement contre de juste donner directement l'argent des pauvres aux riches. Je pense que c'est pas vraiment compliqué comme position. Puis ça, on va le voir, là, on va le voir beaucoup dans la prochaine période. Puis, j'ai parlé qu'il y aurait des licenciements massifs. Puis ça aussi,
les compagnies vont utiliser le sentiment d'unité nationale pour s'en laver les mains. Essentiellement, l'idée, c'est de dire, bon, bien, on vous slack, les 100 000 personnes, mais c'est pas de notre faute, c'est la faute à Trump, tu sais, we're on this together, wink, puis tu leur donnes une petite tape avant qu'ils partent. Mais est-ce que c'est Trump qui rentre chez ABI? Est-ce que c'est quelqu'un du gouvernement américain qui rentre chez ABI qui lui dit « Guys, vous êtes mis à la porte? » Non, c'est les patrons québécois, c'est les patrons canadiens qui nous renvoient. Puis ils nous renvoient parce que nous garder nos jobs, ça voudrait dire des pertes de bénéfices pour eux. Ça voudrait dire que leurs investissements ne seraient pas profitables, qu'ils devraient essuyer des pertes, puis ils ne veulent pas faire ça. Fait qu'au lieu qu'eux essuient des pertes, nous, on perd nos jobs. On tombe sur le chômage, puis ça détruit des vies. Fait que ça aussi, c'est complètement mensonger, cette idée-là. À ce niveau-là aussi, c'est mensonger. L'idée qu'on est tous ensemble dans le même bateau, tu sais. Puis pour toutes ces raisons, parce que les contre-tarifs ne fonctionnent pas, parce qu'on ne devrait pas soutenir les compagnies qui nous saignent, parce que c'est eux qui vont nous renvoyer, nous, les marxistes, on dit que cette guerre commerciale, c'est pas notre guerre. Puis il faut qu'on résiste aux pressions qui veulent nous faire rentrer dans le rang de Team Canada ou de Legault, puis de tout le monde dans le même bateau. Il faut qu'on résiste aux pressions de soutenir les compagnies qui nous attaquent. On ne peut pas prendre le parti de la personne qui va nous renvoyer demain matin, t'sais. Fait que oui, Trump est notre ennemi, bien entendu, mais Trudeau aussi, les grosses banques aussi, Legault aussi, tout ce monde-là aussi, ce sont nos ennemis. Puis il faut qu'on ait une vision claire de ça parce que demain matin, il va falloir qu'on se batte contre ces gens-là. Puis si aujourd'hui, on cède à la pression puis on fait des déclarations, on va serrer les coudes, les gens ne vont pas être prêts à se battre. Ça va semer la confusion puis la démoralisation dans la population. C'est déjà commencé, en fait. Donc, je pense que la gauche puis les communistes, on a un rôle de lutter contre ça, de semer l'idée qu'on ne peut pas être allié avec les capitalistes puis qu'il faut qu'on se prépare à se battre. Malheureusement, je ne pense pas que c'est une approche qu'on entend beaucoup dans les médias, qu'on entend beaucoup dans la population en général, parce que les grosses organisations de gauche, ils ont capitulé, selon moi, à cette pression d'unité nationale. J'ai un exemple. Unifor, c'est le plus gros syndicat privé dans le secteur privé au Canada. Et sa présidente, Lana Payne, récemment, elle a sorti une déclaration en faveur d'une réponse, là, je cite, « une réponse industrielle menée par les travailleurs dans l'éventualité d'une guerre commerciale ». Ça sonne bien, une réponse menée par les travailleurs. Fait que là, elle avait mon attention. Mais après ça, tu lis un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'elle soutient concrètement? Des contre-tarifs, des bail-outs, elle n'appelle pas ça des bail-outs, mais des soutiens gouvernementaux pour, soi-disant, construire des usines. Donc, donner du cash au patron puis espérer qu'il y a un petit peu de cet argent-là qui ruisselle dans nos poches. C'est la fameuse stratégie du trickle-down economics, puis on sait très bien que ça ne fonctionne pas. Donc, c'est ça que ce syndicat-là propose. Puis elle parle un peu pour le mouvement syndical en général, en fait. Puis c'est comme ça pour d'autres. C'est comme ça pour la CSN, c'est comme ça pour QS aussi, puis le NPD. Ruba Gazal, elle disait, ça prend une contre-attaque féroce. Elle a dit quelque chose, genre, il faut qu'on fasse mal à l'économie américaine, aux travailleurs américains. Quelque chose comme ça, genre. Fait que ils sont tous dans la même mentalité, tu sais. La CSN, dans le cadre de la lutte contre Amazon, ils ont commencé à parler d'encourager les entreprises d'ici. C'est la même affaire dont je parlais tout à l'heure. Donc, je pense que ça, c'est un gros piège dans lequel la gauche est en train de tomber. Donc, nous, au PCA, qu'est-ce qu'on propose? Parce que là, ça fait comme 30 quelques minutes que je rante sur la bourgeoisie canadienne, mais je pense que c'était nécessaire. Nous, qu'est-ce qu'on propose? C'est, premièrement, de rejeter complètement cette hypocrisie de l'unité nationale, mais surtout d'adopter une véritable position de classe. Ils vont dire que les licenciements, c'est la faute de Trump. Nous, il faut qu'on rétorque. Bien, pourquoi est-ce que c'est toi qui ne coupes pas dans tes profits à la place? Pourquoi est-ce que c'est nous qui perdons nos jobs? On doit forcer les patrons à, eux, perdre leurs profits pour garantir nos conditions de vie. Ça, c'est une position de classe. Il faut qu'on dise, « Hey, Chosebin, TELUS, whatever, tu nous saignes tout le temps, on ne te croit pas quand tu dis que tu fais pitié. Montre-nous tes chiffres. Prouve-nous que tu n'as pas le choix de nous renvoyer. » Puis pour faire ça, ça prend des batailles. Ça va prendre des manifs, ça va prendre aussi des grèves et des occupations. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des grèves et des occupations au Québec et au Canada, mais c'est l'arme traditionnelle du mouvement ouvrier contre les licenciements. Si une usine ferme, par exemple à Bécancour, les alumineries vont peut-être fermer bientôt. Si une usine ferme, les travailleurs doivent tout de suite
arrêter la production, se rassembler, puis occuper le building. Même, on a déjà vu dans le passé, au Saguenay, en 2004, il y avait une usine, une aluminerie aussi, l'Alcan, qui avait annoncé qu'elle allait fermer parce qu'il n'était plus aussi compétitif qu'auparavant. Il faisait moins de profit, basically. Et les travailleurs, ils ont fait un meeting, puis ils ont décidé de rentrer à l'usine puis de travailler quand même s'ils étaient supposés d'arrêter. Puis les patrons étaient comme « Qu'est-ce que vous faites? » Ils ont juste poussé, puis ils sont rentrés, puis ils ont fait fonctionner l'usine pour prouver que c'est encore possible. Et l'usine était plus profitable, plus efficace. Parce que les gens qui savent comment ça fonctionne, c'est les travailleurs. C'est pas les boss qui s'en mettent plein les poches. Eux, ils savent très bien compter leurs bénéfices à la fin de la journée, mais c'est les gens sur le plancher qui savent comment ça fonctionne. Fait que ça, c'est un exemple vraiment inspirant, puis c'est arrivé ici, en 2004. Puis il y a plein d'exemples. En Ontario, il y a une tradition de ça, dans la région de Oshawa, région industrielle autour de Toronto, plusieurs occupations. En 1980, il y avait une grosse occupation. Je pense des dizaines de milliers de personnes allaient perdre leur job. Puis ça s'est transformé dans une genre de grève générale dans la région. Et les patrons, ils ont reculé. Ils ont donné des meilleures garanties aux licenciés, plus d'argent aux licenciés. Ça a même fait changer les lois en Ontario pour que quand tu perds ton travail, tu as des compensations. Fait que ça peut fonctionner, les grèves et les occupations. Ça met une énorme pression. Déjà, j'entends certaines personnes dire « Ouais, mais c'est pas réaliste, ça. C'est pas réaliste. Tu peux pas dire aux travailleurs de faire la grève puis d'occuper leur usine, ils vont pas vouloir. » Mais est-ce que c'est plus réaliste de défendre tes jobs avec des contre-tarifs? Une mesure qui, littéralement, ne défend pas les jobs? Non, c'est pas plus réaliste. Si des gens, dans la prochaine période, disent « J'ai une solution facile contre les tarifs, on va faire ta », c'est pas vrai. Il n'y a pas de solution facile. C'est pas ça qu'on pense au PCR, mais ce qu'on pense, c'est que si on s'organise sur une base de classe, on est capable de résister à leurs assauts puis de protéger nos conditions de vie sur cette base-là. Puis même, moi, je dirais qu'il faut aller plus loin. Occuper l'usine pour empêcher les licenciements, c'est une chose. Mais après, qu'est-ce que tu fais si, effectivement, objectivement, ça vend moins ton produit parce que le marché a changé? Bien, on peut réoutiller l'usine. Au lieu de renvoyer les gens puis qu'ils perdent leur travail, pourquoi pas conserver leur emploi, mais changer l'usine, qu'est-ce qu'elle produit, l'adapter? C'est très faisable. Pendant la pandémie, il y a des usines d'auto puis de pièces d'auto à Windsor qui ont commencé à produire du matériel médical. C'est faisable de réoutiller des usines, mais on ne le fait pas pour protéger les jobs, par exemple. On le fait juste quand il y a une crise là, que les capitalistes aussi ils vont souffrir. T'sais. Fait que moi, je pense qu'on doit faire ça. Puis, fait qu'on occupe les bâtiments, on force de réoutiller si c'est nécessaire. Puis pour accomplir ça, bien, on ne peut pas se fier aux patrons qui possèdent ces entreprises-là. Il faut exproprier, nationaliser ces entreprises-là pour qu'on puisse les réoutiller puis les utiliser selon un plan rationnel qui ne répond pas à quel investissement va faire le plus de profit, mais qui répond aux besoins des gens, aux besoins des personnes qui travaillent là, mais aussi aux besoins de la communauté. Tu sais. Le bottom line, c'est qu'on n'a pas besoin d'accepter les règles du jeu capitaliste. On n'a pas besoin d'accepter que l'usine, elle appartient à quelqu'un. L'usine devrait appartenir aux gens qui travaillent dessus. Elle devrait appartenir à l'entièreté de la population. Tu sais. Il y a assez de richesse pour tout le monde si on l'organisait rationnellement. Ça m'amène à mon dernier point. Vous en faites pas, j'ai bientôt fini. Je disais qu'il y a assez de richesse pour tout le monde et qu'on n'a pas besoin d'accepter les règles du jeu. Bien, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de richesse dans la société, mais que les patrons, les capitalistes, nous divisent. Puis ils nous divisent en particulier sur des lignes nationales. Ils nous divisent dans nos luttes quotidiennes. Par exemple, quand ils délocalisent des emplois, puis ils les renvoient dans un autre pays, bien, les travailleurs de la place qui perdent leur emploi... Ouais, rentrez. C'est ça, quand ils délocalisent des emplois, bien, ceux qui perdent leur emploi, ils sont mis en opposition à, par exemple, au Mexique, où ils vont récupérer les emplois. Ah, c'est les travailleurs canadiens contre les travailleurs mexicains. Mais cette approche-là, c'est une course vers le fond. Et à la place, pour lutter contre les délocalisations, ce que ça prend, c'est une réponse unie des syndicats au Canada, au Mexique, aux États-Unis, tout le monde ensemble. Ça, c'était une idée qui était très présente dans le mouvement syndical auparavant, mais qui a comme un peu disparu dans la dernière période. Je pense qu'il faudrait qu'on la ramène. Un vrai internationalisme ouvrier. C'est la même affaire pour la guerre commerciale. C'est vrai que le gros bout du bâton, c'est les capitalistes américains qui l'ont. Mais on a un allié très, très puissant puis très, très important qui est la classe ouvrière américaine. Parce qu'eux non plus, ils ne vont pas profiter des tarifs, comme j'ai dit. Ceux qui vont s'enrichir, pour vrai, là, à la fin de la journée, c'est les capitalistes américains. Même si ça réussit à ramener un peu des jobs, ce qui n'est pas impossible, des investissements qui vont vers les États-Unis, à la fin de la journée, c'est les capitalistes américains
qui en profitent. Fait que les travailleurs américains, ils peuvent être de notre côté, tu sais. Mais comment est-ce qu'on fait pour faire une réplique unie? Bien, premièrement, il ne faut pas qu'on soutienne des mesures qui les attaquent. C'est comme le premier prérequis. Puis imaginez s'il y avait une véritable approche unie des syndicats, faisaient des conférences de presse, ils disaient « Jamais on va soutenir des mesures qui font du mal aux travailleurs aux États-Unis. » Nous, on appelle à une lutte unie, à des grèves, à des manifestations contre la guerre commerciale dans son ensemble, pas contre tel ou tel patron, contre tel ou tel pays. Ça, ce serait le début d'une véritable réponse qui pourrait faire changer les choses. Mais ça prend que nos syndicats rompent avec la logique de lutte entre les nations. Puis, comme je disais, il y a amplement de richesses pour tout le monde, non seulement ici au Québec, qu'on pourrait planifier puis organiser, mais aussi au Canada et partout dans les Amériques, en fait, puis partout dans le monde. Les Amériques, c'est un magnifique continent avec des ressources incroyables, des gens incroyables. Il y a plein de cultures, il y a plein de savoirs, il y a plein de gens qui travaillent. Puis on a bâti toutes sortes de choses, puis il y a encore plein de travail à faire. Mais au lieu de continuer à progresser, au lieu de continuer à améliorer nos conditions de vie sur ce continent-là, bien, on est pris dans de plus en plus de conflits parce qu'il y a deux groupes de brigands différents des deux côtés de la frontière qui trouvent qu'ils ne s'en mettent pas assez plein les poches. Fait que non seulement je pense qu'on doit s'unir contre la guerre commerciale maintenant, mais en général, on doit s'unir partout dans les Amériques en rejetant cette logique-là du capitalisme, des minorités qui s'en mettent plein les poches, en organisant une fédération socialiste des Amériques, c'est-à-dire une union volontaire du Québec, de tous les peuples du continent, peu importe leur origine, qui est basée sur une collaboration réelle, une base socialiste, la planification économique, ensemble, rationnellement. Ça, c'est notre horizon au PCR. Ça, c'est notre position sur la guerre commerciale. Puis nous, on lutte pour ça. That's what we're all about au PCR. Puis j'espère que vous avez apprécié, puis j'espère qu'on va avoir une bonne discussion. Merci. Notre